Bien, vous nous avez posé un certain nombre de questions. Jean-Pierre, comme premier, va maintenant y répondre. Quand aura lieu la formation animée par Jean-Pierre? Alors la formation, c'est une formation en ligne. Il y a une première version qui a été déployée pour la compréhension de la réforme et nous allons apporter un deuxième volet qui sera prêt dans quelques jours, qui apportera les approfondissements, notamment sur le passage à l'opérationnel avec des outils de diagnostic et avec la préparation de vos plans de développement de compétences pour déjà l'année 2020. Quelle serait la CEPIR compétente si mon projet professionnel doit se réaliser par exemple en région Nord alors que mes lieux d'activité et de résidence sont en Bourgogne? Comment analyser la pertinence du projet au regard des priorités du bassin d'emploi visé? Deux choses. On laisse au salarié, quand il fait une demande de CPF de transition et qu'il se dirige vers la CEPIR, le choix entre son lieu d'activité et son lieu de domicile. Donc du coup, si là, c'est la Bourgogne dans les deux cas, c'est la CEPIR de Bourgogne. Et si ensuite le projet est dans une autre région, avec une mutation ou une mobilité, il faudra simplement expliquer dans le dossier la cohérence pour la réalisation du projet, mais ce n'est pas un obstacle. Mais la CEPIR compétente, c'est celle de l'activité ou du domicile. Et comment analyser la pertinence du projet au regard du bassin d'emploi visé? C'est dans le dossier. Alors on n'est pas obligé, quand on fait un CPF de transition, de faire un conseil en évolution professionnelle avant ou un bilan de compétences pour valider le projet. On peut y aller directement, mais il faut quand même expliquer sa cohérence. Donc ça, c'est dans l'argumentaire du dossier, ce n'est pas une condition particulière. D'accord. Une entreprise avec une activité siège holding et sans CCN, à quel OPCO peut-elle être rattachée? Alors soit elle va aller dans l'OPCO qui correspond aux activités majoritaires du groupe qu'elle encadre, soit par souci de cohérence pour avoir éventuellement des complémentarités avec la formation des salariés, soit elle considère que l'activité de siège, c'est plutôt une activité de conseil, et elle ira vers l'OPCO Atlas, où on retrouve les activités de conseil. C'est en général là qu'on a les activités de holding. Est-ce que je peux récupérer les DIF de mes anciennes entreprises ou sont-elles perdues? Oui, on peut le récupérer. Alors il faut regarder, quand on quittait une entreprise entre 2004 et 2014, sur le certificat de travail qui est remis à la fin du contrat, il y avait mention des heures de DIF. Donc c'est là qu'il faut aller regarder. Parfois certaines entreprises le faisaient figurer sur les bulletins de salaire, c'est un deuxième contrôle. Et puis si on peut regarder l'entreprise dans laquelle on était au 31 décembre 2014, il y avait l'obligation pour les employeurs de donner un document récapitulant à date l'intégralité des heures de DIF. Donc voilà les sources, et si jamais on ne retrouve aucun document, il faut essayer de reprendre contact avec ses anciens employeurs pour les obtenir. Il y a quand même un peu d'enjeu financier. Une remarque sur le risque de dérive de la part des OF qui factureraient des taux horaires trop élevés par rapport au marché. Oui, ça c'est par rapport au CPF. C'est vrai que les OPCO ont l'habitude, enfin les OPCA avaient l'habitude de financer sur la base de taux horaires et d'avoir une certaine régulation, de ne pas dépasser, etc. Il se trouve qu'avec le CPF et la monétisation, on a donné la liberté aux individus d'utiliser leur budget librement. Donc il n'y a plus de régulation là-dessus. Si quelqu'un veut acheter une formation qui dure une journée, voire une demi-journée, qui vaut 1 000 € et qu'il a les 1 000 €, et si la formation remplit les conditions, eh bien il faut payer. On ne peut pas donner de la responsabilité sans transférer de la liberté. Donc aujourd'hui, il y a une liberté des individus d'acheter. Alors, est-ce qu'il y aura des dérives ou pas? On peut toujours faire des pronostics. Il n'empêche que ce marché-là s'auto-régulera et on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les individus se comportent en mauvais acheteurs spontanément. Que faire dans le cas où notre OPCO a défini des taux de prise en charge à hauteur de 15 € de l'heure et ne veut pas prendre en charge au-delà si la loi interdit ce type de pratique? Oui, alors là c'est clair, hein, le salarié, depuis le 1er janvier, doit pouvoir utiliser ses droits librement dans la limite donc, du budget disponible, et l'OPCO n'a pas à limiter sur cette partie-là en taux horaire. Alors si on a ces pratiques-là, et on en a, il faut évidemment écrire aux OPCO, leur expliquer, mais je pense qu'ils le savent. Si ça résiste, après il faut prendre la tâche du ministère du Travail, il y a des commissaires du gouvernement maintenant dans les conseils d'administration des OPCO, enfin bref. Si la structure n'accepte pas d'appliquer la règle, il faut s'adresser à ceux qui ont en charge le respect des règles. La notion de prestation globale est donc validée. Est-ce que ça veut dire fin de la notion de formation et de coût horaire? Oui, il y a deux dispositifs où il n'y a plus de coût horaire. C'est le CPF
et c'est l'apprentissage, puisqu'on fait des coûts contrats, indépendants de la durée. Pour le reste, ça dépend qui décide. Sur la professionnalisation en alternance, par exemple, sur les formations pour les entreprises de moins de 50 salariés, sur les contrats de professionnalisation, c'est soit les branches professionnelles, soit le CA de l'OPCO qui va décider. Alors, ils peuvent continuer à fixer des coûts horaires s'ils veulent, mais franchement, il faudrait que là, les financeurs essaient d'aller le plus possible vers du financement forfaitaire, de manière d'abord à ne pas brider l'innovation pédagogique, et puis surtout, la notion de durée en formation. À partir du moment où je fais du multimodal, c'est-à-dire j'ai des productions, j'ai des temps présentiels, j'ai des temps d'apprentissage seul, je dois réaliser des activités, je suis mis en situation, j'ai des ressources à ma disposition que je peux utiliser autant que je veux. Quelle est la durée réelle de la formation? En fait, on n'arrive plus à la tracer. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité qu'on ait des taux forfaitaires, parce que ça correspond mieux aux modalités de formation les plus innovantes, j'allais dire, mais aussi surtout les plus efficaces et les plus personnalisées. Donc le taux horaire, c'est maintenir un carcan qui est dépassé, qui ne correspond plus au mode de production des formations, et il faut vraiment que les financeurs fassent évoluer leurs pratiques sur ce domaine-là. Dans la pratique, vu les parcours de formation qui ne sont plus exclusivement présentiels, faut-il encore fournir des feuilles d'émargement, des programmes? Alors non, pour être payé, il ne faut plus. C'est-à-dire qu'on a eu un arrêté fin décembre 2018 qui a fixé la liste limitative des pièces que NOPCO pouvait demander pour être payé. Et on a parmi ces pièces une attestation de réalisation de formation que va fournir une entreprise pour être remboursée. Elle n'a plus besoin de fournir les listes d'émargement, etc. Par contre, s'il y a ensuite un contrôle, c'est-à-dire si on a des raisons de penser que la formation s'est peut-être pas réalisée telle qu'elle a été déclarée, à ce moment-là se posera la question de qu'est-ce que vous avez pour me montrer la réalité. Mais il n'y a plus de document particulier obligatoire pour ça, tout document peut être probant. Et encore une fois, quand je suis sur des modalités de formation un peu différenciées, je demande aux gens de produire un travail. Combien de temps ça prend? Pour certaines 2 heures, pour d'autres 4. Je ne vais pas faire une feuille d'émargement pour dire j'ai travaillé X heures. Par contre, j'ai la production. Et si j'ai la production, c'est la raison pour laquelle la réglementation parle de durée estimée de formation. Si j'ai la production, moi, pédagogiquement, qui est la responsabilité de la formation, j'aurais dit, ben ça, pour ce temps-là, il faut 3 heures. Et je validerai 3 heures. Mais sans aller vérifier si la personne y a en fait passé 1 heure ou 6 heures. Comment le dispositif FEST est-il encadré et financé? Alors, le dispositif FEST, c'est une manière de produire la formation. Ce n'est pas un dispositif. Donc, il n'y a pas de financement particulier pour la FEST. La FEST, ça peut être à l'intérieur de l'apprentissage, dans une action de formation continue, dans un dispositif de formation en alternance, dans du CPF. Donc, c'est financé avec les dispositifs. Ce n'est pas un dispositif avec un financement attaché. Donc, c'est financé comme toute autre formation. Pour les entrepreneurs et micro-entreprises, comment utiliser les heures de DIF CPF en 2019? Alors les travailleurs non salariés ont accès au CPF comme les autres et ils peuvent éventuellement utiliser les heures acquises entièrement en qualité de salariés. Leur interlocuteur, c'est le fonds d'assurance formation de non salariés duquel ils dépendent. Les premiers crédits pour les TNS seront crédités normalement prochainement, au mois d'avril, et donc on aura ensuite la possibilité de faire les demandes en utilisant le site de la Caisse des dépôts. Quel est le prix de la formation sur la réforme de la formation avec Jean-Pierre? Alors ça, je vais y répondre. 149 €. Donc, vous voyez, un très bon investissement et avec un excellent retour sur investissement, puisque la notion de résultat oui, je confirme, est un élément déterminant. On s'intéresse aux résultats, oui. Les actions de conseil sont-elles éligibles, par exemple en amont d'une action de formation, et donc exonérées de TVA? Non, la formation, ça reste une action dont la finalité est que les gens développent des compétences. Alors je peux organiser des tas de choses avec comme objectif l'acquisition de compétences. Il faut que ce soit l'objectif principal. Donc le conseil, c'est toujours une action autre que la formation. Le référent FEST doit-il avoir une formation spécifique, ou des tuteurs et maîtres d'apprentissage peuvent-ils être référents FEST? Non, il n'y a pas de, c'est pas normé.
le référent FEST, il n'y a pas de formation, il y a des organismes qui ont développé des formations, voire des certifications même sur ce sujet, mais c'est pas normé. Donc tout salarié, même pas que les tuteurs ou maîtres d'apprentissage, tout salarié peut jouer le rôle de référent FEST. Ça peut aussi être un prestataire extérieur, mais si c'est un salarié, il vaut quand même mieux le préparer à cette fonction-là, et lui indiquer quand même en quoi ça consiste. Mais ce n'est pas un passage obligé. Avons-nous un exemple de liste d'actions de formation obligatoire et non obligatoire en lien avec les entretiens professionnels? Alors non, personne n'en a fait ce travail-là parce que les formations obligatoires ne relèvent pas de la réglementation de la formation ou ni même du droit du travail, elles relèvent de la réglementation des activités exercées. C'est-à-dire que dans le domaine bancaire, on en a toute une série, dans le domaine financier, toute une série, dans le domaine du transport également, etc. Donc ce sont des réglementations d'activités, il n'y a pas de recensement à ce jour exhaustif. Je sais que l'OPCO de la construction a fait pour le secteur du BTP un recensement des formations obligatoires et recommandées, mais attention, leur recensement ne correspond pas à la définition du Code du travail. Et lorsqu'on recense des formations obligatoires, il faut faire une différence, pas toujours peut-être facile, mais il faut faire une différence entre qu'est-ce que l'entreprise est obligée de faire et quelles sont les formations qui sont obligatoires au sens de la gestion des parcours de 6 ans, et ça c'est forcément une définition plus restrictive. J'ai un salarié du public, exemple hôpital public, comment cette personne peut-elle utiliser ses heures de DIF CPF? Alors, pour les agents publics, c'est-à-dire les agents de la fonction publique d'État, fonction publique territoriale ou hospitalière, ils ont accès au CPF. Sauf que le mode de financement du CPF est totalement différent du CPF dans le secteur privé. Dans le secteur privé, il y a des contributions qui sont versées, il y a une enveloppe, et on peut aller piocher dedans. Dans la fonction publique, c'est l'employeur qui est responsable du financement et qui d'ailleurs ne finance que s'il est d'accord. Donc ça fait une grande différence, c'est-à-dire que les fonctionnaires n'ont pas toute latitude et liberté parce qu'ils ont un budget à leur disposition pour acheter de la formation, comme dans le privé. C'est plus restrictif parce que si l'employeur ne partage pas le projet, il ne finance pas. Et ensuite, suivant les fonctions publiques, on a des taux de financement, notamment par ministère, qui ont été définis, qui ne sont pas les mêmes d'un ministère à l'autre. Donc c'est un système. Certes, le CPF est universel, mais son mode de financement est particulier en fonction du statut. CPF sur temps de travail, l'employeur peut-il accepter, refuser ou reporter? Le report est-il borné dans le temps? Le refus doit-il être motivé? Et notamment, le salarié doit-il obligatoirement indiquer la nature de la formation visée? Le décret ne parle plus du contenu. Non, le salarié va faire une demande pour utiliser son CPF pendant le temps de travail. L'entreprise est obligée de répondre, mais elle n'est pas obligée d'accepter, elle n'est jamais obligée d'accepter, donc elle a libre choix. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est si un refus est basé sur une raison discriminatoire, mais si ce n'est pas le cas, elle a toute liberté pour dire oui ou non, il n'y a pas de délai de report particulier, etc. Il suffit qu'elle considère que ce qui est demandé ne rentre pas dans sa politique, ou que la demande du salarié, justement, est une demande de s'absenter pour aller suivre une formation, mais on ne sait pas laquelle, on ne sait pas pourquoi, etc. Et ça suffit à l'entreprise pour refuser. Donc il n'y a pas beaucoup de contraintes sur les employeurs là-dessus. Est-ce que les formations type coaching, coproduction, learning expedition sont prises en charge par les OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés? Elles sont potentiellement prises en charge dans la mesure où dorénavant, toutes ces actions-là rentrent assez facilement dans le format formation. Oui, donc sur le principe, il n'y a strictement aucun problème. Les prestations de conseil en vue de l'élaboration du projet d'établissement, d'une démarche qualité, suivie ou pas par une action de formation? Non, c'est la même réponse que tout à l'heure. Hein, le conseil, c'est toujours pas de la formation et je ne peux pas l'intégrer à l'intérieur. Ou alors il faudrait une action dont la première finalité, ça dépend ce qu'on fait, après il faut regarder dans le détail, mais dont la première finalité est d'apporter des compétences aux gens. Mais si je suis sur du conseil, c'est pas de la formation, c'est clair. J'ai une question sur l'utilisation des heures de DIF avant le 31/12/2020. Oui. Ces heures peuvent être mobilisées pour s'inscrire avant cette date à une formation débutant après cette date. Oui, oui. En fait, il faut que les heures soient mobilisées, pas utilisées. C'est la différence. Hein. Donc, soit je les ai utilisées, soit je les mobilise. Donc, le projet est validé, même si la formation, tout ou partie, se réalisera ultérieurement. Donc, il faut acter dans l'appli qui sera déployée à cette époque-là, il faut acter le projet de formation
dans sa totalité. Et sinon, les heures sont perdues. Et après, si j'ai mobilisé les heures pour ce projet-là, je ne peux pas dire j'ai fait de l'épargne, j'annule ce projet, je les remets sur autre chose, hein, c'est définitif. Dans le cadre de la PRORA, est-ce que l'on peut effectuer un CQP? Dans le cadre d'une reconnaissance CCN, faut-il trouver obligatoirement une qualification basée sur un niveau type CAP, bac, pour que ce soit éligible? Oui, non. Oui, on peut faire un CQP, c'est expressément prévu, et non, parce que la qualification convention collective, elle est prévue en soi comme un objectif de la PROA. Donc elle est suffisante. Et je sais bien que la professionnalisation en alternance, comme elle a pour objectif la promotion ou la reconversion, certains OPCO disent mais il faut qu'on puisse constater la promotion, donc un changement de niveau, donc quand c'est convention collective, il n'y a pas de niveau, ou les CQP qui n'en ont pas encore, on ne peut pas les prendre. Non, le texte légal, c'est certes il y a un objectif de promotion, mais la finalité de la formation, c'est celle des contrats d'apprentissage et des contrats pro, et dedans il y a le CQP et il y a la qualification convention collective. Pour l'alternance, toujours la notion de coût horaire au détriment du coût d'une prestation globale? C'est de la responsabilité des partenaires sociaux. Les contrats pro et la professionnalisation en alternance, ce sont les branches qui décident des taux de financement. Donc si elles décident des taux de financement horaires, ben, c'est des coûts horaires. Et si elles décident de financer plutôt au contrat ou à la certification, au CQP, eh bien on a des taux forfaitaires. Mais ça, la balle est dans le camp des partenaires sociaux sur ce sujet. Quelle démarche pour devenir CFA? Y a-t-il un lien vers des ressources? Oui, alors on vous explique ça vaste je ne veux pas faire que la promotion de la formation, on vous explique ça. Il y a une dizaine d'étapes pour devenir centre de formation d'apprentis, certaines très simples à remplir, d'autres un petit peu plus lourdes. Le ministère a publié un guide, mais si vous publiez cette brochure que vous pouvez trouver donc, sur internet assez facilement, mais je ne suis pas sûr que ça vous apprenne grand chose sur les étapes concrètes et opérationnelles pour devenir CFA. Voilà, oui, vous trouverez sans doute des ressources en ligne sur le sujet, mais enfin bon, on vous en propose aussi. La pénalité de 3 000 € par salarié concerné. Oui, c'est par salarié concerné, je crois que c'est ça la question. Ouais. Effectivement, c'est 3 000 € pour chaque salarié. J'ai fait le compte l'autre jour chez un client qui a 15 000 salariés et qui n'avait pas fait les entretiens sur les 2 premières années. Donc 15 000 fois 3 000, si je ne me trompe pas sur les grands chiffres, ça fait 45 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand on annonce au DAF qu'il va falloir provisionner 45 millions d'euros de pénalités, vous voyez l'effet que ça peut produire. Le diaporama sera-t-il disponible pour les participants? Oui, il sera disponible et il vous sera adressé dans les heures ou les jours qui viennent. En tout cas, très rapidement. Y a-t-il une durée minimum d'heures pour les formations non obligatoires pour qu'elles rentrent en compte dans l'obligation de gestion des parcours sur 6 ans? Il n'y a jamais eu de durée minimale dans la réglementation sur la formation. Ce sont des pratiques de la part des financeurs de dire, pour moi, pour qu'il y ait formation, pour qu'on puisse considérer qu'il y a vraiment acquisition de compétences, il faut au moins X heures. Donc ça, c'est des pratiques de financeurs. Donc si je veux faire des formations au regard de mon obligation de gestion des parcours, je ne suis pas astreint à une durée minimale. Il faut juste que j'ai de la cohérence. Plus la formation est courte, plus il va falloir quand même que j'identifie quel type de compétences j'ai fait préparer et acquérir et à quelle activité ça correspond. Que se passe-t-il si le salarié ne veut pas faire l'entretien? Alors il y a des entreprises qui ont comme pratique de faire signer au salarié un document, une sorte de décharge, disant c'est moi qui ne veux pas de l'entretien, ne le faites pas. Bon, c'est mieux que rien, mais je ne pense pas que en cas de difficulté et de contentieux, ce soit protecteur. Pourquoi ? Parce que faire les entretiens professionnels est une obligation de l'employeur. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vient travailler chez vous et qui vous dit « J'accepte de venir, c'est tellement intéressant chez vous de ne pas être payé, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Je suis quand même en travail clandestin, que je le veuille ou non. » C'est-à-dire qu'il n'appartient pas au salarié de délier l'entreprise d'une obligation qu'elle tient de la loi. Donc attention, c'est protecteur en surface, mais pas sur le fond. Donc il faut faire les entretiens, parce qu'il faut donner des informations aux salariés. Ce n'est pas un droit d'expression qui est reconnu aux salariés, c'est une obligation pour l'entreprise pour apporter des informations aux salariés. Donc il faut le faire.
Qu'en est-il du risque social pour les entreprises de moins de 11 salariés? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de pénalité pour les entreprises de moins de 11 salariés, ça commence à partir de 50. Alors il pourrait y avoir, donc il n'y a pas de risque pénal, pardon. Sur le volet social, si je ne forme pas quelqu'un pendant 6 ans et que j'ai 11 salariés, et que je ne lui fais pas bénéficier des entretiens professionnels, il y a un risque prud'homal. Donc le risque prud'homal, c'est que le salarié se plaigne en invoquant soit une perte de chance, on ne m'a pas informé sur les opportunités et c'est une obligation d'employeur, donc ça s'appelle devant les tribunaux une perte de chance et ça vaut des dommages et intérêts. De même que ne pas avoir suivi de formation, ça vaut aussi sur le principe des dommages et intérêts, puisque ça ne permet pas de maintenir l'employabilité et que c'est une responsabilité d'employeur. Voilà. Encore faut-il aller au contentieux. Hein, actuellement, les contentieux, c'est moins de 1% des salariés. Donc risque pas nul, mais faible. Très bien, bah écoutez, voilà, on a répondu à vos questions. Merci de les avoir posées. J'espère que elles répondront, et j'en suis sûr d'ailleurs, elles répondront à vos attentes. Et à très bientôt. Merci.